Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre. Ce carnet de guerre va traiter d'un rapport de bataille du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, vu qu'il a changé de nom après la sortie des films. Et c'est une histoire un peu différente que l'on va vous conter aujourd'hui. C'est un scénario qui peut se jouer en campagne. Mon adversaire a créé le scénario de toute pièce et on a décidé de le tester dans une partie fun et agréable. Je vous lis un petit peu l'introduction. C'est un scénario et si l'histoire n'avait pas été telle qu'on la connaît. Le Rohan est tombé. Que se serait-il passé si Éomer avait chassé les 3 chasseurs? Qu'aurait fait Théoden si Gandalf n'avait pas sauvé du pouvoir de Saruman? Cette guerre raconte cette histoire. Saruman, après avoir vaincu et tué Théodred au guet, marche sur Edoras avec son armée d'orques et d'Uruk-hai. Pendant ce temps, Aragorn, Gimli et Legolas sont à la recherche de Merry et de Pippin, mais ont été refoulés des terres du Rohan dans la forêt de Fangorn par Éomer, ne croyant pas à leur histoire. Ils rencontrèrent Gandalf, devenu Gandalf le Blanc, après son combat contre le Balrog de Morgoth. Et, sur ordre du magicien blanc, partirent pour Minas Tirith avertir l'intendant du roi de la chute probable du Rohan et de sa soumission à Saruman. Théoden, toujours sous le pouvoir de Saruman, a décidé de ne pas réunir l'armée des Rohirrim contre l'avancée de la Main Blanche et laisse Edoras sans défense. Femmes et hommes, vieux et jeunes, rois et paysans, tout le monde fut tué à Edoras, hormis un petit groupe de cavaliers menés par Éomer et Éowyn, les neveux du roi chevauchèrent à bride abattue vers Minas Tirith et rencontrèrent 2 semi-hommes en chemin, sortant de la forêt sur un ent, un gardien des arbres. Apprenant de leur part que le gouffre de Helm tient toujours sous le commandement de Erkenbrand et Grimbold, ils décident de foncer à la forteresse avant sa chute et si possible tenir en attendant la venue du Gondor. Courageusement, les 2 hobbits accompagnés de la Vierge du Rohan décident d'aller chercher de l'aide à Minas Tirith et peut-être retrouver leur ami. Mais ils tombent de Carib dans Scylla, étant arrêtés à la frontière par une force venant des fiefs du Gondor menée par Forlong le Gros lui-même. Ne pouvant croire à une trahison de la part du Rohan, Forlong et une escorte fournie décida d'aller lui-même à Edoras voir ce qu'il en retourne. Laissant les captifs sous bonne garde, il avance en terre du Rohan. Sortant de terre de Minas Tirith, ils virent les bannières d'Éorl et de Saruman flotter sur un campement. L'armée du Rohan, sous les ordres de son nouveau roi, Grima, était déjà là. Vous l'aurez compris, c'est une armée de fiefs qui livre bataille contre une armée du Rohan. C'est des armées à 350 points et je fais vite un petit tour pour vous les présenter. Donc chez les Rohirrim, il y a 2 capitaines du Rohan avec 14 cavaliers. C'est plutôt rapide. Et chez les fiefs, il y a un capitaine de Dolamroth avec 2 guerriers de Lossarnar, des hommes d'armes de Dolamroth, des chevaliers de Dolamroth, 5 pour chaque homme d'armes et 5 pour chaque chevalier. Et vous avez Forlong le Gros qui est avec 6 guerriers de Lossarnar et 6 archers de la Racine Noire. C'est un scénario à objectifs, et voici les objectifs. Pour le camp du mal, qui est joué par le Rohan, il me faut mettre l'armée des fiefs en déroute, c'est-à-dire faire perdre plus de 50% de figurines. Ça me rapporte 1 point. Avoir plus de figurines que le camp du bien dans la ruine et dans la zone de la barricade à la fin de la partie, cela me rapporte 1 point par zone. Et vaincre Forlong, ça rapporte 2 points. Pour les fiefs, il faut avoir plus de figurines que le camp du mal dans la ruine et dans la zone de barricade, ça rapporte 1 point. Tuer l'étendard du Rohan, symbole sacrilège de la trahison, ça rapporte 1 point. Et allumer le feu d'alarme pour avertir Minas Tirith d'une menace, cela rapporte 2 points de victoire. A savoir que pour allumer ce feu d'alarme, il faut qu'un groupe de figurines aille dans une forêt et récupère 5 morceaux de bois, donc 1 par figurine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 figurines qui aient du bois, aille l'amener au feu d'alarme et passe 2 figurines, après passe un tour sans rien faire, ils passent leur temps à allumer le feu. C'est le camp du mal qui se déploie en premier et on y va directement. Je peux me déployer à 12 pouces de mon bord de table. Je pose directement mes archers, donc j'ai des cavaliers avec des arcs et un capitaine avec un javelot sur le flanc gauche pour aller chercher la barricade. Je me dis qu'eux pourront bien protéger cette barricade. Et je pose sur la droite
mes cavaliers avec javelot ainsi qu'un capitaine pour aller essayer de détruire, enfin de flinguer ce qui peut arriver près du feu d'alarme et qu'il évite de l'allumer. De son côté, mon adversaire déploie Forlong, 6 guerriers de l'Osarnar et les archers de la Racine Noire le plus proche possible d'une forêt pour aller chercher du bois. Et il met la grosse phalange avec le capitaine, les guerriers de l'Osarnar, les hommes d'armes de Lamroth et les chevaliers de Lamroth. C'est un truc qui m'a fait très très peur au niveau du déploiement. Il les met pour justement aller gérer un petit peu mes cavaliers. Il faut savoir qu'ils ne pouvaient se déployer que au contact du bord de table, ça veut dire que 4 figurines devaient toucher le bord de table dans chaque pavé. Et donc c'est pour ça qu'il est collé tout au fond, mais il a le premier tour, le scénario l'a dit, et donc du coup les fiefs jouent en premier. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers du Seigneur des Anneaux, le tour se divise comme suit. Mouvement de A, mouvement de B, tir de A, tir de B, et le corps à corps, tous en même temps. Le joueur qui commence le tour est déterminé aléatoirement en tirant un D6. S'il y a égalité, c'est celui qui n'a pas été en premier le tour d'avant qui joue. Donc, ce que mon adversaire fait, vu que c'est lui qui commence, il fait bouger ses troupes. Je ferai bouger les miennes après, et on passera à la phase de tir. Donc, il avance avec ses archers, il avance avec toutes ses troupes pour se rapprocher de la forêt, qui est son objectif de bois, et avec la phalange pour venir, disons, se mettre en position pour continuer après et essayer de prendre ma cavalerie. Moi, de mon côté, j'envoie directement mes cavaliers saisir la barricade et se mettre derrière pour un couvert, et les cavaliers avec javelot et la bannière vont se planquer derrière la forêt. Il n'y a pas de raison de craindre des tirs, mais ça me permettra après d'essayer d'aller l'enquiquiner au niveau du feu d'alarme. Concernant la phase de tir, mon adversaire n'est pas à portée, et de toute façon nous avons tous les deux bougé au maximum avec nos archers, donc il n'y a pas de tir ce tour-ci. Début du tour 2, c'est le Rohan qui gagne l'initiative, et donc je fais ma phase de mouvement en premier. Cette fois-ci je colle bien tous mes archers à la barricade pour qu'ils bénéficient d'un couvert, et après vérification dans le livre de règles, j'entre dans la forêt. Ça fait simplement demi-mouvement, ce qui me permet d'avoir un peu de couvert, enfin avec une partie des cavaliers. Donc j'entre dans la forêt pour pouvoir toujours continuer à me diriger vers le feu d'alarme. De son côté, mon adversaire avance Forlong le Gros ainsi que les guerriers de l'Osarnar dans une formation qu'on va appeler la formation du tonfa. Les archers bougent un petit peu pour se mettre à portée, et la phalange essaie d'anticiper les mouvements de la cavalerie pour ne pas se faire déborder. Alors ce qu'il faut savoir maintenant sur le tir au Seigneur des Anneaux, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que si vous avez un obstacle sur votre ligne de tir, vous avez la possibilité que cet obstacle se prenne la flèche à la place de votre cible initiale. Ça semble assez logique. Donc comment ça se passe? Déjà vous devez réussir à tirer en fonction d'une table. Ensuite, s'il y a un obstacle, vous jetez un dé. 1, 2, 3, c'est l'obstacle qui prend la flèche. 4, 5, 6, c'est la figurine que vous visiez. S'il y a 3 obstacles sur votre chemin, vous devez faire 3 fois le jet de dé. Donc vous avez plein de chances de vous planter, c'est fantastique. Si c'est un obstacle qui prend la flèche et que c'est une figurine ou un obstacle destructible, évidemment il se prend les dégâts. Fort de ces informations, vous comprendrez donc que la phase de tir pour ce tour-ci n'a rien donné, puisque soit les flèches finissaient dans la forêt, soit elles ne blessaient pas les figurines visées. Donc début du tour 3, et c'est à nouveau les Rohirrim qui gagnent l'initiative. Mes archers sont très bien derrière la barricade, ils tiennent un objectif. Mes javeliniers, mes cavaliers avec les javelots traversent la forêt et se positionnent pour essayer un maximum toujours d'atteindre ce feu d'alarme du Rohan. Du côté de mon adversaire, la phalange de Forlong se précipite dans la forêt pour couper du bois. Les archers ne bougent pas, et la grosse phalange, qui me fait bien peur quand même, se met de façon à pouvoir couvrir après le retour de Forlong avec les bûches pour allumer le feu d'alarme. Au niveau du tir, c'est une nouvelle fois totalement anecdotique. Mes archers ne font rien de rien. Je crois qu'il n'y a pas une seule flèche qui touche une figurine ennemie. Et les archers de mon adversaire ne font rien non plus. Début du tour 4, c'est les fiefs qui gagnent le jet de dés. Et du coup,
Mon adversaire commence, il décide d'utiliser un point de pouvoir, c'est les points que les personnages un peu importants comme les capitaines ou les personnages nommés ont, qui permettent de faire des actions spéciales. Donc il utilise un point de pouvoir de Forlong pour faire une marche héroïque, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est simplement rajouter des pouces à la distance de marche que peut faire une figurine. Ça lui permettra d'aller beaucoup plus vite jusqu'au feu d'alarme du Gondor. Ces archers décident de suivre Forlong pour pouvoir, au bout d'un moment, sniper ma bannière au tir. Et la grosse phalange se split en deux, c'est-à-dire que 4 figurines vont dans la ruine, comme ça il a un point d'objectif, tandis que le reste se prépare à recevoir la charge des cavaliers du roi. Charge qui ne viendra pas ce tour-ci, je préfère sortir tous mes cavaliers hors de la forêt, ainsi que planquer un petit peu ma bannière derrière le capitaine pour éviter qu'elle se fasse dézinguer. Et je me prépare, moi, au tour d'après, si j'ai la main, à charger. Je passe par-dessus la phase de tir qui se trouve être aussi misérable que le tour d'avant. Il ne se passe rien du tout. Début du tour 5, et c'est les fiefs qui prennent la main. Je me dis que c'est pas bon pour ma pomme. Je veux lancer un élan héroïque avec mon capitaine qui protège la bannière. Mais comme un couillon, je me suis posé beaucoup trop loin de mes unités et du coup, en fait, ça ne sert strictement à rien. Donc me voilà bien piégé. Et du coup, c'est les fiefs qui jouent. Du côté de Forlong, il y a une marche héroïque à nouveau, donc il parcourt plus de distance que prévu. Les archers se positionnent pour essayer d'aller sniper ma bannière. Les 4... Les 4 figurines qui sont dans la ruine sortent. Je ne sais pas pourquoi mon adversaire a fait ça, mais elles sortent de la ruine. Tandis que la grosse phalange se positionne pour essayer de bloquer un maximum de figurines de mes cavaliers. Moi, de mon côté, je n'ai pas du tout envie de charger. Parce que je me dis que je vais m'embourber dans un combat que je suis pas sûr de gagner. Alors, les figurines qui sont déjà engagées au corps à corps, le reste, je ne peux rien y faire. Par contre, le reste fait un contournement pour aller essayer de bloquer Forlong après. Et la bannière reste loin des archers. Là, elle n'est pas à distance de tir. Seulement, on avait mal calculé la portée que la bannière pouvait avoir. On pensait que c'était 8 pouces. Et puis, en fait, c'est pas du tout ça, c'est 3 pouces. Donc, la bannière reste là, elle ne sert à rien. Et, du coup, voilà pour la fin de mes mouvements. Mes archers ne bougent pas, ils sont bien, ils vont essayer de canarder les 4 figurines qui se trouvent devant leur nez. Concernant le tir, pour changer, il ne se passe rien du tout. Pour les corps à corps, ça commence plutôt bien. J'arrive à éliminer un guerrier de l'Ossarmar. Par contre, je perds le combat contre le chevalier de Lamroth et l'homme d'armes. Je suis repoussé, mais il n'arrive pas à tuer ni mon cheval, ni mon Rohirrim. Début du tour 6, et il faut absolument que je gagne le jet. Évidemment, je ne le fais pas, ce serait trop facile. Je déclare par contre un élan héroïque avec mon capitaine. Mon adversaire déclare un élan héroïque avec son capitaine à lui. On jette au dé et c'est lui qui gagne, donc c'est lui qui fait d'abord son élan héroïque, ce qui fait que toutes les figurines qui se trouvent à 6 pouces du capitaine ont le droit de bouger, donc la plupart de mes Rohirrim se font gentiment engager. Ensuite, c'est à moi de faire mon élan héroïque. Les Rohirrim qui peuvent engager, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une partie qui aille embêter Forlong pour sa marche après. Et certains de mes Rohirrim vont aller bloquer les figurines libres en essayant, avec la charge, de bénéficier du bonus. Ensuite, une fois que ces mouvements héroïques ont été faits, c'est au tour de mon adversaire de jouer. Donc il avance Forlong au contact des Rohirrim qui sont sur le feu d'alarme. Les 4 pelés qui se dirigeaient vers mes archers continuent à avancer. De même que les archers, eux, ne bougent pas tellement, parce qu'ils ne savent pas tellement quoi faire avec. Ce qui se passe de mon côté, c'est que mes archers, je décide quand même de me débarrasser des 4 pelés qui sont devant moi. Donc, il y en a 3 qui peuvent les charger, je les charge, et on verra ça à la phase de corps à corps. Durant la phase de tir, il ne se passe, pour changer, à rien du tout. Par contre, la phase de corps à corps, elle est beaucoup plus épicée.
J'ai oublié de préciser que, voyant son utilité, ma bannière décide de sauver les points et se tire le plus loin possible des archers adverses. Et c'est parti pour les corps à corps endiablés. Et on commence par la phalange avec les Rohirrim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier combat et le deuxième se soldent par la mort du cheval du pauvre cavalier, donc ils se retrouvent tous les deux à pied. Au niveau du Rohirrim contre le capitaine des fiefs, il se fait promptement aplatir. Par contre, je prends ma revanche, mon capitaine éclate l'homme d'armes, le guerrier de Lossarnar. Et comme ça, on est un petit peu équilibré. Concernant les porteurs de bois, mon Rohirrim se fait repousser, mais n'est pas tué. Et en ce qui concerne la charge des archers contre les deux qui se baladaient dans la pampa, c'est vite réglé également. Ils sont promptement aplatir. Ce tour-ci, c'est pas trop mal déroulé et il est tout à fait possible que, avec ce que je vais faire là, je puisse gagner la partie. Il faut que je gagne le jet. Je gagne le jet. Mais il y a des élans héroïques qui se passent. Forlong utilise son dernier point de pouvoir pour lancer un élan héroïque que je contre avec mon propre capitaine. On jette les dés une fois de plus et c'est les gentils qui gagnent. Même quand on refait l'histoire, les gentils gagnent. C'est injuste. Donc il fait bouger Forlong ainsi que les guerriers de Lossarnar. Beaucoup d'engagement, ils en profitent pour poser le bois sur le feu. Je fais mon action héroïque, mon élan héroïque avec les Rohirrim qui restent. J'engage ce que je peux engager et j'essaie de contenir les bouts de phalange pour éviter que je me fasse contrecharger. Du côté des archers, c'est beaucoup plus, je dirais, sournois. Les archers avaient sauté par-dessus la barricade, ceux qui ne pouvaient pas engager les quatre figurines. Alors les 3 qui étaient au corps à corps se dirigent en direction de la ruine pour prendre un point, pendant que les 4 autres, capitaine compris, se jettent sur les 2 survivants pour les éliminer. Ma bannière décide de rentrer chez maman, prévenir que ça se passe pas tout comme prévu, et durant le mouvement de mon adversaire, la phalange se répartit sur les Rohirrim qui peuvent, et les archers avancent un petit peu. Le dernier tour va être capital pour également essayer de prendre les points de la ruine. Niveau tir, c'est toujours le néant, et niveau corps à corps, on commence du côté de mes archers contre les 2 perdus. Ils sont promptement éliminés, ce qui me va très très bien. Par contre, au niveau du feu d'alarme, ça se passe un tout petit peu moins bien. J'ai 2 cavaliers qui passe l'arme à gauche dans les 2 premiers combats. Le 3e combat, j'arrive à gagner le combat, mais je n'arrive pas à tuer mon adversaire. Mon capitaine, qui est aux prises avec Forlong et un soutien, se bat en retraite, se fait repousser, parce qu'il n'arrive pas à passer... il n'arrive pas à gagner le combat. Le dernier cavalier perd également le combat, mais il ne subit pas de perte. Au niveau des Rohirrim à pied, celui qui se trouve contre le chevalier de Lamrot perd le combat, mais le chevalier n'arrive pas à le tuer. Celui qui était à 4 contre 1, je me faisais très peu d'espoir pour j'avais très peu d'espoir pour lui. Mais là, c'est vraiment le beau geste. Je gagne le combat. Par contre, je n'arrive pas à porter un coup fatal sur un des chevaliers de Lamrot qui se bat contre moi. Mais j'ai une victoire morale, c'est déjà ça compte. C'est important pour lui, c'est important pour son moral à lui. Début du dernier tour de jeu, et c'est les fiefs qui remportent le jet de dés. Les archers se précipitent dans la ruine pour prendre le point, pour le moment, tandis que tous les guerriers restants non engagés près du feu d'alarme se mettent à charger les Rohirrim restants. Le feu d'alarme est allumé ce tour-ci parce que le tour d'avant, 2 des guerriers étaient restés à son contact, avaient posé le bois et étaient restés à son contact. Et donc du coup, ça fait automatiquement 2 points de victoire pour mon adversaire. Je vais devoir jouer le tout pour le tout. De mon côté, le capitaine va se cacher derrière la barricade pour prendre un point, et mes 6 archers chargent également les archers qui sont dans la ruine. C'est là où tout va se jouer.
Et on commence tout de suite par le corps à corps qui est intéressant, si je puis dire. C'est-à-dire que mes archers attaquent les archers adverses. Au final, je ferai 3 morts, ce qui est largement suffisant pour être en supériorité numérique dans la ruine. Et j'ai donc le point que la ruine concède. Concernant le corps à corps qui se déroule à côté du feu d'alarme, c'est clairement la curée. Je me fais balayer entièrement tous mes Rohirrim. Je crois qu'à la fin, il ne me reste qu'un seul Rohirrim à pied sur la totalité de ce qu'il y avait là, dans ce coin-là. Donc je me fais clairement balayer. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est tellement violent que j'en reste sans voix. Mention spéciale quand même à mon valeureux Rohirrim pédestre qui, une fois de plus, gagne le combat et ne se laisse pas démonter. C'était la fin du tour 8 et donc la fin de la partie. Petit comptage de points. Du côté des fiefs, on a 2 points parce que le feu d'alarme a été allumé. On n'a aucun point parce qu'aucune des zones n'est contrôlée et on n'a pas réussi à tuer l'étendard du rang. Donc il n'y a pas de point non plus, ça fait 2 points en total. Du côté du rang, on n'a pas réussi à mettre l'armée des fiefs en déroute. Non, faut pas déconner. On n'a pas réussi à vaincre Forlong non plus, faut pas déconner. Par contre, je possède la ruine et la barricade, ce qui me fait 1 point pour chaque zone, donc 2 points. On arrive à 2 à 2, c'est une égalité parfaite. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce rapport de bataille qui se continuera peut-être en campagne. Je ne sais pas si ça sera fait sous forme de rapport de bataille, mais si c'est le cas, vous serez évidemment les premiers au courant. Merci à mon adversaire d'avoir créé un scénario intéressant, vraiment bien sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au Seigneur des Anneaux Hobbit, donc ça m'a fait bien plaisir de rejouer. Même si le système de jeu est perfectible, je pense, mais ça c'est un autre débat. Et quant à vous, eh bien, jusqu'à ce qu'on se revoie, recroise, que vous regardiez une nouvelle vidéo, eh bien, que les dés de tout type soient avec vous.